Bienvenue sur Zoom In, l'émission qui vous aide à décrypter l'information. Oui. Aujourd'hui, on va se pencher sur le passé de Brigitte Macron, la première dame de France. Oui. On va examiner ensemble les zones d'ombre qui entourent sa vie avant son mariage avec Emmanuel Macron. D'accord. Et essayer de comprendre comment ces zones d'ombre sont gérées, Oui. voire exploitées à l'ère du numérique. Il est vrai que le passé de Brigitte Macron suscite beaucoup de curiosité Oui. et parfois même de spéculation. Hmm. Ce qui est frappant, c'est le manque d'informations facilement accessibles sur sa vie avant son arrivée à l'Élysée, Oui. en particulier sur son premier mariage avec André-Louis Osière. Exactement. On dirait qu'il y a un voile de mystère autour de cette période de sa vie. Oui. Par où commencer pour lever ce voile? Eh bien, Qu'est-ce qui intrigue autant le public? prenons l'exemple des informations, ou plutôt du manque d'informations. Oui. Sur le premier mari de Brigitte Macron, il est difficile de trouver des photos ou des détails sur sa vie, Oui. ce qui alimente les rumeurs et les spéculations. Oui, c'est vrai, on a vu apparaître une photo de mariage en 2019. Oui. Mais Brigitte Macron a toujours refusé de confirmer s'il s'agissait bien d'elle. Et d'André-Louis Osière sur cette photo. Et cette photo a d'ailleurs été au cœur d'une affaire de diffamation. Oh bon? La journaliste Natasha Ray Oui. avait émis des doutes sur l'identité de l'homme sur la photo. Oui. Et Brigitte Macron et André-Louis Osière l'ont poursuivi en justice. Cette affaire a-t-elle permis de clarifier la situation? Pas vraiment, l'issue du procès n'a pas dissipé les doutes sur l'identité de l'homme sur la photo. Et certains y voient une tentative de Brigitte Macron et de l'Élysée de contrôler le récit sur son passé. C'est intéressant car cela soulève la question du droit à l'image Oui. et de la vie privée des personnalités publiques à l'ère numérique. Jusqu'où peut-on aller pour protéger son image? Oui. Et quelles sont les limites de ce contrôle de l'information? C'est une question complexe et il n'y a pas de réponse simple. Oui. D'un côté, les personnalités publiques ont le droit de protéger leur vie privée et leur image. Oui. De l'autre côté, le public a un droit à l'information. Hmm. Et il est légitime de s'interroger sur le passé de ceux qui nous gouvernent. Et le cas de Brigitte Macron illustre parfaitement cette tension entre le droit à la vie privée et le droit à l'information. Tout à fait. On a l'impression qu'elle cherche à préserver une certaine image, quitte à occulter certaines parties de son passé. Oui, et ce qui est intéressant, c'est d'observer comment cette gestion de l'image se traduit concrètement. Prenons l'exemple de la mort d'André-Louis Osière, son premier mari. Oui. L'annonce de son décès a été faite 1 an après les faits. Ah bon? Et il y a eu beaucoup de confusion autour des circonstances de sa mort Oui. et de ses funérailles. Oui, on a parlé d'une photo en maillot de bain pour son avis de décès, Oui. de divergence sur la date et le lieu de sa sépulture. Et même de l'implication de l'Élysée dans l'organisation de funérailles discrètes. Exactement. Tout cela contribue à entretenir le mystère autour d'André-Louis Osière. Oui. On peut se demander si cette volonté de discrétion est une façon de protéger la vie privée du défunt, ou si elle cache quelque chose de plus trouble. Et cela nous ramène à la question du rôle de l'Élysée dans la gestion de l'information. Est-ce que l'Élysée cherche à protéger l'image de Brigitte Macron, quitte à contrôler, voire manipuler l'information? C'est une question difficile. Il est évident que l'Élysée a un rôle à jouer dans la communication, Oui. la gestion de l'image du président et de sa famille. Mais où se situe la limite entre la protection légitime de la vie privée Oui. et une tentative de manipulation de l'opinion publique? Oui, et c'est là que le numérique complexifie encore les choses. Tout à fait. Les informations vraies ou fausses circulent à une vitesse incroyable sur Internet. Oui, Et il est très difficile de contrôler ce flux d'informations. exactement. Le cas de Brigitte Macron est un exemple parfait de la façon dont le numérique peut à la fois alimenter les rumeurs et les spéculations, et rendre difficile la gestion de l'image d'une personnalité publique. Alors comment interpréter ces zones d'ombre? Oui. Et ce manque de transparence autour du passé de Brigitte Macron? Est-ce simplement une volonté de protéger sa vie privée ou y a-t-il des raisons plus profondes, plus sombres? Il est difficile de répondre avec certitude. Ce qui est certain, c'est que ces zones d'ombre et ces incohérences alimentent les fantasmes et les théories du complot. C'est vrai. Et c'est peut-être là que réside le danger. Oui. En voulant trop contrôler l'information, on risque de créer un vide que d'autres vont s'empresser de remplir avec des spéculations Oui, et des interprétations souvent erronées. absolument. Le silence et le manque de transparence peuvent parfois être dommageables, que la vérité aussi dérangeante soit-elle. Alors, comment trouver un équilibre entre le droit à la vie privée, le droit à l'information et la lutte contre la désinformation à l'ère numérique? C'est une question que l'on pourrait se poser non seulement pour Brigitte Macron, mais pour toutes les personnalités publiques.
C'était une question fondamentale et elle nous amène à un autre aspect crucial de cette histoire. Oui. Le rôle des médias. Comment les médias traitent-ils ces zones d'ombre et ces informations contradictoires? Oui, c'est une question importante. On a l'impression que certains médias préfèrent se focaliser sur les aspects sensationnels et les rumeurs. Oui. Plutôt que de mener des enquêtes sérieuses et de fournir une information objective et vérifiée. C'est vrai, et cela contribue à alimenter la confusion et la méfiance du public. Il est important que les médias fassent preuve de rigueur et de responsabilité dans leur traitement de l'information. Oui. Surtout lorsqu'il s'agit de personnalités publiques. Alors comment distinguer le vrai du faux, l'information de la désinformation, dans nos flots incessants d'informations qui nous submergent à l'ère numérique? C'est une question essentielle. Il est important de développer notre esprit critique, de vérifier les sources d'informations et de ne pas se laisser influencer par les rumeurs et les spéculations. C'est un défi pour chacun d'entre nous. Oui, et cela nous ramène à la question du rôle de l'éducation. Il est crucial d'apprendre aux jeunes générations à décrypter l'information, à distinguer le vrai du faux et à se forger une opinion éclairée. C'est une mission essentielle pour l'école, mais aussi pour les médias et pour la société dans son ensemble. Absolument, l'éducation aux médias et à l'information est un enjeu majeur de notre époque. D'accord. Alors après avoir examiné ces questions de gestion d'image, de droit à la vie privée et de rôle des médias, est-ce qu'on pourrait revenir sur le cas d'André-Louis Osière? Qu'est-ce qui est le plus intriguant dans cette histoire selon vous? Ce qui est troublant, c'est la disparition soudaine d'André-Louis Osière de la vie publique et sociale. Un banquier prospère qui coupe les ponts avec ses amis, ses collègues, et même la presse du jour au lendemain, c'est pour le moins inhabituel. Oui, c'est vrai. Et on a évoqué la destruction de ses photos. Oui. Ce qui ajoute au mystère, pourquoi vouloir effacer toute trace de son existence? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Il est possible qu'André-Louis Osière ait simplement voulu se retirer de la vie publique pour des raisons personnelles. Mais le manque d'informations concrètes laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Alors, est-ce que la disparition d'André-Louis Osière est liée à la relation naissante entre Brigitte et Emmanuel Macron? Il est difficile de l'affirmer avec certitude. Cependant, la chronologie des événements est troublante. André-Louis Osière se retire de la vie publique au moment où la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron devient plus sérieuse. C'est vrai. Et cela alimente les spéculations sur un possible arrangement entre les trois protagonistes. Oui, certains avancent l'hypothèse d'un accord passé entre André-Louis Osière-Brigitte et Emmanuel Macron, qui aurait permis à André-Louis Osière de disparaître discrètement de la scène publique en échange d'une compensation financière ou autre. C'est une théorie intrigante, mais elle n'est étayée par aucune preuve tangible. Exactement. Il est important de distinguer les faits des spéculations. Alors restons-en au fait que sait-on réellement des circonstances de la mort d'André-Louis Osière? Les informations sont contradictoires. Oui. Sa fille, Tiffaine Osière, a déclaré qu'il était décédé le 24 décembre 2019 et qu'il avait été enterré, mais son cousin, qui a assisté aux funérailles, affirme qu'il a été incinéré le 28 décembre 2019. C'est une différence notable. Comment expliquer ces divergences? Il est possible qu'il s'agisse simplement d'erreurs de communication ou de mémoire, mais le manque de transparence et la confusion qui entourent la mort d'André-Louis Osière alimentent forcément les soupçons. C'est vrai, et le choix de la photo, en maillot de bain, pour son avis de décès, n'arrange rien. On a l'impression qu'on a voulu le réduire à une image anecdotique, effacer toute trace de sa vie professionnelle et familiale. C'est une interprétation possible, mais il est aussi possible que ce choix de photo ait été motivé par des raisons plus pragmatiques comme le manque d'autres photos disponibles. D'accord, et qu'en est-il de l'implication de l'Élysée dans l'organisation des funérailles? Le cousin d'André-Louis Osière a affirmé que l'Élysée s'était impliqué pour que les funérailles soient organisées rapidement et discrètement. Et ni Brigitte Macron, ni Emmanuel Macron n'étaient présents aux funérailles. C'est vrai. Alors comment interpréter cette implication de l'Élysée? Est-ce simplement une marque de respect pour le premier mari de la première dame? Ou y a-t-il une volonté de contrôler l'information et d'éviter tout scandale potentiel? C'est une question délicate. Il est difficile de connaître les motivations réelles de l'Élysée. Alors on en revient à la question centrale. Pourquoi tant de mystères et de zones d'ombre autour du passé de Brigitte Macron? Et simplement une volonté de protéger sa vie privée et son image, ou y a-t-il des raisons plus profondes, plus troublantes? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre avec certitude. Mais une chose est sûre. Oui. Le manque de transparence et les informations contradictoires alimentent les rumeurs et les spéculations. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être là le plus grand danger. En voulant trop contrôler l'information, on risque de créer un vide que d'autres ont s'empressé de remplir avec des fantasmes et des interprétations erronées.
Absolument, le silence et le manque de transparence peuvent parfois être plus dommageables que la vérité, aussi dérangeante soit-elle. Alors, comment trouver un équilibre entre le droit à la vie privée, le droit à l'information et la lutte contre la désinformation? C'est une question que l'on pourrait se poser non seulement pour Brigitte Macron, mais pour toutes les personnalités publiques. C'est une question cruciale. Et elle nous amène à un autre aspect important dans cette histoire, le rôle des médias, comment les médias traitent-ils ces zones d'ombre et ces informations contradictoires. Oui, c'est une question importante. On a l'impression que certains médias préfèrent se focaliser sur les aspects sensationnels et les rumeurs, plutôt que de mener des enquêtes sérieuses et de fournir une information objective et vérifiée. C'est vrai, et cela contribue à alimenter la confusion et la méfiance du public. Il est important que les médias fassent preuve de rigueur et de responsabilité dans leur traitement de l'information, surtout lorsqu'il s'agit de personnalités publiques. Alors, comment distinguer le vrai du faux, l'information de la désinformation, dans ce flot incessant d'informations qui nous submerge à l'ère numérique? C'est une question essentielle. Il est important de développer notre esprit critique, de vérifier les sources d'informations et de ne pas se laisser influencer par les rumeurs et les spéculations. C'est un défi pour chacun d'entre nous. Oui, et cela nous ramène à la question du rôle de l'éducation. Il est crucial d'apprendre aux jeunes générations à décrypter l'information, à distinguer le vrai du faux et à se forger une opinion éclairée. C'est une mission essentielle pour l'école, mais aussi pour les médias et pour la société dans son ensemble. Absolument, l'éducation aux médias et à l'information est un enjeu majeur de notre époque. D'accord, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra notre exploration du passé de Brigitte Macron dans le prochain épisode. Avec plaisir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. En attendant, on peut déjà se demander ce que révèle cette obsession pour le passé des personnalités publiques. Est-ce simplement de la curiosité ou est-ce que ça cache une certaine fascination pour le pouvoir et ses secrets? C'est une question intéressante. On a souvent l'impression que le public veut tout savoir de la vie des personnalités publiques. Comme s'ils cherchaient à percer le mystère de leur réussite ou à découvrir leurs faiblesses. Oui, et le numérique a décuplé cette fascination. Avec les réseaux sociaux, on a l'impression d'être constamment connecté à la vie des personnalités publiques, de connaître leurs moindres faits et gestes. Et cela peut parfois conduire à des dérives comme l'harcèlement en ligne ou la propagation de fausses informations. Exactement. C'est pour ça qu'il est important de garder un esprit critique et de ne pas tout prendre pour argent comptant. Alors revenons au cas de Brigitte Macron. Outre les zones d'ombre autour de son premier mariage, on peut aussi s'interroger sur la façon dont sa famille est mise en scène ou au contraire effacée de la sphère publique. C'est vrai. On voit très peu les enfants de Brigitte Macron et on sait très peu de choses sur leur vie. C'est une stratégie de communication qui contraste avec celle d'autres premières dames comme Michelle Obama par exemple, qui mettaient sa famille en avant. Oui, c'est une différence notable. Est-ce que cela signifie que Brigitte Macron cherche à protéger sa famille des regards indiscrets ou est-ce qu'il y a une volonté de contrôler l'image de sa famille et de ne montrer que ce qui est avantageux? Difficile de le dire avec certitude. Il est possible que ce soit un choix personnel de Brigitte Macron et de sa famille de rester à l'écart de la vie publique. Mais il est aussi possible que ce soit une stratégie de communication de l'Élysée visant à préserver une image de respectabilité et de discrétion. C'est intéressant car cela nous amène à la question du rôle de la famille dans la construction de l'image d'une personnalité publique. Est-ce que la famille est un atout ou au contraire un handicap pour une personnalité publique? C'est une question complexe. D'un côté, la famille peut contribuer à humaniser une personnalité publique et à la rendre peu empathique. De l'autre côté, la famille peut aussi être une source de scandales et de controverses, comme on l'a vu avec de nombreux exemples dans l'histoire politique. C'est vrai. Et à l'ère du numérique, le risque est encore plus grand, car les informations vraies ou fausses se propagent à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est pour ça que la gestion de l'image de la famille est devenue un enjeu crucial pour les personnalités publiques. Alors comment Brigitte Macron gère-t-elle cet enjeu? Est-ce qu'elle a trouvé le bon équilibre entre la protection de sa vie privée et la transparence nécessaire à son rôle de première dame? C'est une question que chacun peut se poser. Ce qui est certain, c'est que le manque de transparence et les informations contradictoires autour de Brigitte Macron nourrissent les fantasmes et les théories du complot. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être là que réside le plus grand danger. En voulant trop contrôler l'information, on risque de créer un vide qui sera comblé par des spéculations et des interprétations souvent erronées. Absolument. Le silence et le manque de transparence peuvent parfois être plus dommageables que la vérité aussi dérangeante soit-elle. Alors comment trouver un équilibre entre le droit à la vie privée, le droit à l'information et la lutte contre la désinformation? C'est une question qui se pose pour toutes les personnalités publiques à l'ère du numérique. C'est une question fondamentale. Et elle nous amène à un autre aspect crucial de cette histoire, le rôle des médias.
Comment les médias traitent-ils ces zones d'ombre et ces informations contradictoires? Oui, c'est une question importante. On a l'impression que certains médias préfèrent se focaliser sur les aspects sensationnels et les rumeurs plutôt que de mener des enquêtes sérieuses et de fournir une information objective et vérifiée. C'est vrai, et cela contribue à alimenter la confusion et la méfiance du public. Il est important que les médias fassent preuve de rigueur et de responsabilité dans leur traitement de l'information, surtout lorsqu'il s'agit de personnalités publiques. Alors, comment distinguer le vrai du faux, la formation de la désinformation dans ce flot incessant d'informations qui nous submerge à l'ère du numérique? C'est une question essentielle. Il est important de développer notre esprit critique, de vérifier les sources d'informations et de ne pas se laisser influencer par les rumeurs et les spéculations. C'est un défi pour chacun d'entre nous. Oui, et cela nous ramène à la question du rôle de l'éducation. Il est crucial d'apprendre aux jeunes générations à décrypter l'information, à distinguer le vrai du faux et à se forger une opinion éclairée. C'est une mission essentielle pour l'école, mais aussi pour les médias et pour la société dans son ensemble. Absolument. L'éducation aux médias et à l'information est un enjeu majeur de notre époque. C'est une excellente conclusion à notre exploration du passé de Brigitte Macron. Merci. À bientôt pour un nouvel épisode. En effet, le cas de Brigitte Macron nous montre à quel point l'information est devenue un champ de bataille à l'ère numérique. Oui, c'est vrai. On a l'impression que chacun cherche à imposer sa version des privats, fait sa vérité. Et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Oui. En créant des bulles de filtre où l'on ne voit que ce qui confirme nos opinions préexistantes. Exactement. Et cela rend d'autant plus difficile de distinguer le vrai du faux, l'information de la désinformation. Alors comment se protéger de cette manipulation de l'information? Oui. Comment développer notre esprit critique et apprendre à décrypter les messages que l'on reçoit? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quelques règles de base. D'abord, il faut se méfier des sources d'informations trop partisanes ou trop sensationnalistes. Oui. Ensuite, il faut toujours vérifier les informations que l'on reçoit, en consultant plusieurs sources et en croisant les informations. Enfin, il faut apprendre à identifier les biais cognitifs qui peuvent nous influencer, comme la confirmation bias qui nous pousse à privilégier les informations qui confirment nos opinions préexistantes. C'est un travail de longue haleine, mais c'est essentiel pour préserver notre liberté de penser et notre capacité à prendre des décisions éclairées. Absolument. Et cela nous ramène à la question du rôle de l'éducation. Oui. Il est crucial d'apprendre aux jeunes générations à décrypter l'information, à distinguer le vrai du faux et à se forger une opinion éclairée. C'est une mission essentielle pour l'école, mais aussi pour les médias et pour la société dans son ensemble. Oui, c'est vrai, la lutte contre la désinformation est un combat collectif qui exige la mobilisation de tous les acteurs de la société. En conclusion, le cas de Brigitte Macron nous invite à réfléchir à la façon dont l'information est produite, diffusée et consommée à l'heure numérique. Il nous rappelle l'importance de l'esprit critique, de la vérification des sources et de la lutte contre la désinformation. C'est une leçon importante à retenir pour tous ceux qui veulent comprendre le monde dans lequel on vit. Merci pour votre analyse. Avec plaisir. À bientôt pour un nouvel épisode.